Et donc là, arrivait le défi, en quelque sorte, de dire, mais en fait, si on veut être résilient en tant que collectivité, si on veut garantir à la population d'avoir toujours, quoi qu'il arrive, de l'alimentation, il faut qu'on relocalise nos circuits alimentaires, qu'on relocalise notre production. 15% des gens qui avaient été interrogés déclaraient ne pas manger à leur faim sur la métropole de Lyon. Donc il y avait un autre enjeu au-delà de la résilience alimentaire que je viens d'évoquer. Il y avait l'enjeu de justice alimentaire. Et si nos actions, le podcast qui donne la parole aux acteurs du changement en France. Je suis Élodie Gerbeau et vous embarque avec moi à la découverte de parcours de vie, de ces nombreux Français qui ont décidé un jour de passer à l'action. Ils sont partis d'un constat et ont cherché une solution. Leur solution pour répondre à un problème de société, environnemental ou de santé. Et si leurs actions pouvaient changer le monde ? N'hésitez pas à partager ce podcast sur les réseaux sociaux et autour de vous pour lui donner de la force et le rendre visible. Merci à vous. Continuons notre série sur l'agriculture et l'évolution engagée dans ce domaine avec une nouvelle interview. Pour ce nouvel épisode, la parole est donnée à Jérémy Camus. Élu d'une des plus grandes villes de France, il a décidé de poursuivre son action dans le domaine de l'agriculture et du mieux consommer, en lançant un podcast de manière indépendante. De sa propre initiative, il est parti donc à la rencontre d'agriculteurs qui produisent de manière locale, de manière responsable et qui parfois collaborent ensemble pour par la suite transformer leur production. Son podcast s'intitule Court-circuit de la fourche à la fourchette. Découvrez son parcours, son déclic et sa solution. Bonne écoute. Bonjour, je m'appelle Jérémy Camus et je suis vice-président à la métropole de Lyon en charge de l'alimentation et de l'agriculture. Et très récemment, j'ai lancé un podcast qui s'appelle Court-circuit et qui parle de ces gens qui œuvrent au quotidien pour nous nourrir et en particulier nourrir les 1,4 million de ventres de cette grande métropole. Super, merci Jérémy. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ton parcours, ce qui t'a mené jusqu'à te lancer, donc là, dans le côté au niveau de la municipalité, donc de Lyon, mais aussi pour le podcast ? En fait, moi, je viens du monde rural. En fait, je suis né sur une commune qui s'appelle Langres, qui est bien connue parce que souvent on la voit à la météo comme la commune où il fait le plus froid en France. Et j'ai vécu mes 20 premières années sur ce territoire avec une partie de ma famille qui était dans le monde agricole. Et moi, j'ai jamais été agriculteur, hein, j'ai jamais fait cette profession. Et par contre, je baigne depuis que je suis tout petit dans ce monde très rural. Et donc ça c'est un peu peut-être le début de mon histoire. Et puis ensuite, j'ai été amené à faire un pivot. C'est-à-dire j'ai voulu quitter ce monde rural à un moment donné. C'est quand j'ai décidé de faire mes études. Et je suis parti en école de commerce où j'ai plutôt été dans une spécialisation très financière, audit et contrôle de gestion. Et pendant mes 2 premières années de carrière, j'ai œuvré sur ces métiers d'auditeur et contrôle de gestion un peu partout dans le monde d'ailleurs à l'époque, pour des grands groupes, hein. J'allais auditer des filiales de grands groupes. Et puis au bout de 2 ans, je me suis assez vite rendu compte que c'était pas vraiment ma destinée et que ce métier manquait de sens à mon goût. Et c'est peut-être à partir de ce moment-là, j'avais à peu près une vingtaine d'années où je me suis lancé dans une quête de sens, en quelque sorte, dans mon parcours professionnel, puis dans ma vie en général. Et j'ai décidé, après un cursus en école de commerce, après 2 ans d'expérience professionnelle, de revenir sur les bancs de l'université. Et j'ai choisi de faire une formation à l'époque qui était avec comme envie de remettre comment dire, ma pierre à l'édifice, comme je disais à l'époque. En gros, c'était de revenir plutôt sur mon envie de participer à la vie de la cité avec un grand C. Et donc, j'ai repris des études qui me permettaient d'aller travailler au contact d'élus locaux. Donc là, ça fait aussi Et ça, c'était il y a 20 ans, hein, en fait. Hein. Donc, il y a 20 ans, j'avais décidé de prendre ce parcours-là, ce que j'ai fait pendant à peu près une petite dizaine d'années après mes études, d'être en conseil aux élus locaux sur plutôt des problématiques de développement de territoire, développement local. Et j'ai été amené à revenir sur mon territoire d'origine, à Langres, où j'ai été pendant quelques années en charge du développement économique de cette ville rurale. Et puis assez vite, il y avait quelque chose qui me manquait, encore une fois, dans cette quête de sens. Et donc, j'ai eu par hasard
j'ai mis le pied dans ce qu'on appelle l'entrepreneuriat social. C'est-à-dire que de me dire qu'il y avait pas mal de fragilités sur lesquelles on pouvait agir en tant que collectivité, en tant qu'élu, en tant que conseil aux élus. Et puis il y en avait certaines autres qui n'étaient pas couvertes de fragilité. Et j'ai décidé de devenir ce qu'on appelle un entrepreneur social en réponse aux fragilités du monde de la ruralité. Et j'ai passé à peu près 10 ans à être un serial entrepreneur social dans différents secteurs. Et puis, peut-être pour faire profiter aussi de mon expérience, mais surtout, il y a quelque chose qui hante l'entrepreneur social, c'est maximiser son impact, quoi. C'est toujours plus d'impact, hein. Comme je dis toujours, un entrepreneur social, il marche sur deux jambes. Une jambe qui permet d'avoir un modèle économique qui soit pérenne, qui permette de développer son activité, mais l'autre jambe sur laquelle il marche, avec laquelle on marche en tant qu'entrepreneur social, c'est cette quête, cet impact social, cette maximisation de l'impact social. Et je me suis dit que c'était bien de faire des projets entrepreneuriaux, mais ça pouvait être aussi très intéressant d'accompagner d'autres entrepreneurs sociaux à monter leurs propres projets. Et dans ce cadre-là, j'ai rejoint un incubateur d'entrepreneurs sociaux qui s'appelle Ronalpia, à côté de Lyon, avec une proposition qui était de dire on a beaucoup de structures d'accompagnement d'entrepreneurs sociaux dans le monde urbain, sur les grandes métropoles, mais par contre, en ruralité, pas grand-chose. C'est-à-dire que je suis entrepreneur et que j'ai cette vocation sociale en moi. J'ai peu de structures en fait qui m'accompagnent dans mon projet et c'est pas la même chose d'être entrepreneur social que d'être entrepreneur dit classique ou conventionnel. Et donc, j'ai développé à travers Ronalpia un réseau d'incubateurs en ruralité dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. Et puis, à un moment donné, toujours poussé par la maximisation de l'impact, je me suis dit peut-être que c'était à mon tour, après avoir conseillé pendant près de 10 ans des élus, après avoir fait avec des morceaux de ficelle et des bouts de carton en tant qu'entrepreneur social, peut-être c'était le moment de m'engager à plus haute échelle et arriver l'opportunité de me présenter aux élections de la métropole de Lyon, hein, qui est une grosse collectivité comme je disais tout à l'heure, de 1,4 million d'habitants et des budgets très conséquents, hein. Pour donner un info, le budget qu'on mobilise en investissement sur le mandat, c'est-à-dire en 6 ans, frôle les 4 milliards d'euros, ce qui donne beaucoup de moyens pour avancer sur des politiques publiques structurantes. Et évidemment, quand je me suis retrouvé, quand on a gagné les élections et que le président a décidé de me confier une délégation, une vice-présidence, et naturellement, c'est la ruralité, je veux dire les principes de la ruralité, en tous les cas, l'agriculture et l'alimentation qui m'a été confiée. Et depuis maintenant à peu près 2 ans et demi, je suis très, très, très heureux d'avoir la chance de porter ce mandat sur le monde agricole et le monde de l'alimentation sur cette métropole. Quelles sont tes actions au quotidien? Alors déjà, concernant ton poste, en tout cas en tant que vice-président, hein, c'est ça, hein, si je ne me Oui, c'est trompe ça, pas? vice-président, oui, c'est ça, D'accord. exactement. Et en fait, il n'existait pas en fait de vice-présidence à la métropole en charge de ces sujets avant 2020, avant notre élection. Et en fait, on est parti d'un constat enfin plutôt de deux constats. Un constat qui est, par exemple, la faible autonomie alimentaire de la métropole de Lyon. Alors on a encore, hein, on a souvent l'image d'Épinal de Lyon quand on passe en vacances, le tunnel de Fourvière, la vallée de la Chimie, quelque chose de très urbain, très industriel. Et en fait, cette métropole de Lyon, elle est composée de 59 communes, avec beaucoup de communes qui sont en périurbain, en quasi-ruralité. Et donc, par exemple, sur la superficie de la métropole, on a encore 40% de la superficie de cette métropole qui est en espace naturel et agricole, et environ 10 000 hectares, en fait, encore mobilisables en foncier agricole. Sauf que on a constaté que ces 10 000 hectares, à 95%, allaient plutôt alimenter d'autres bassins de consommation, mais n'atterrissaient nullement dans le ventre des 1,4 million d'habitants. Et donc il y a eu un premier enjeu, on était en pleine phase pandémie quand on a été élu, juste post-pandémie, puis on a eu d'autres vagues qui sont arrivées pendant le début du mandat, avec les constats qu'on a tous vécus, hein, des problématiques d'approvisionnement, les habitants qui cherchent à s'approvisionner en alimentation sur d'autres circuits que la grande distribution qui se retrouvait parfois en rupture d'appro. Et donc là, arrivait le défi, en quelque sorte, de dire, mais en fait, si on veut être résilient en tant que collectivité, si on veut garantir à la population d'avoir toujours, quoi qu'il arrive, de l'alimentation, il faut qu'on relocalise nos circuits alimentaires, qu'on relocalise notre production.
Et finalement, on a ce chiffre de 5% d'autonomie alimentaire. Bah, l'idée, c'est que ces 5%, on ne soit plus à 5%, mais qu'on grimpe à 10, 15, 20% d'autonomie alimentaire, et donc de relocaliser des filières. Et en l'occurrence, le premier cycle du podcast que j'ai voulu créer, c'était pour montrer que c'était possible, en fait. C'était pas utopique de faire ce genre de relocalisation, et en commençant par exemple, le céréal, qui est souvent la filière en circuit long, qui va approvisionner des bassins de consommation très très lointains, parfois à l'export. De se dire que cette céréale, on peut la capter, on peut la transformer, et elle peut atterrir enfin dans les ventres des habitants du territoire. Et puis l'autre chiffre qui a poussé à créer cette délégation, c'est qu'il y a une enquête qui avait été menée sur le précédent mandat qui disait, en fait, les gens qui avaient été interrogés disaient qu'en fait, ils n'avaient pas, pour quasiment un tiers de ceux qui étaient interrogés, ils déclaraient ne pas se nourrir correctement sur cette métropole. Et puis un chiffre encore plus dur, hein, c'était 15% des gens qui avaient été interrogés déclaraient ne pas manger à leur faim sur la métropole de Lyon. Donc il y avait un autre enjeu au-delà de la résilience alimentaire que je viens d'évoquer. Il y avait l'enjeu de justice alimentaire, c'est-à-dire comment des produits sains, frais, locaux sont accessibles pour le plus grand nombre, et non pas que pour le bobo qui a les moyens d'aller s'approvisionner dans l'épicerie fine du coin. Et donc là, il y a aussi tout un travail, et peut-être qu'on aura le temps d'en parler, sur la notion de justice alimentaire, de démocratie alimentaire, et de rendre accessible l'alimentation dans ce qu'on appelle parfois des déserts alimentaires. Et donc là, depuis le début du mandat, tu vois l'impact du coup des actions qui sont menées, tu vois des choses qui bougent? Oui, ça a été long. Ça, c'était un peu la frustration de l'entrepreneur social d'avant, qui faisait assez vite des résultats d'action avec une agilité qu'une grande collectivité n'a pas toujours. Mais en l'occurrence, ça y est. Là, je suis très rassuré depuis. Ça a pris quasiment 1 an et demi avant que les premières actions voient le jour. Et là, ça y est, on commence à ce que j'ai, comme je dis, à cranter, à rendre visibles des opérations. Et comme j'ai dit tout à l'heure, peut-être l'exemple le plus flagrant, c'est ce travail sur cette filière céréalière. Là, l'une des filières les plus, quelque part, les plus orientées vers des circuits longs. Et donc, de se rendre compte qu'en fait, par exemple, là, c'est tout simple, hein, il n'y avait pas de moulin sur la métropole jusqu'à il y a encore 6 mois. C'est-à-dire que le blé, il allait se faire moudre en farine sur d'autres moulins qui étaient à l'extérieur de la métropole, et souvent des moulins qui étaient orientés plutôt vers de la grande conso, et donc qui ne revenaient pas, la farine ne revenait pas forcément sur le territoire, quoi. Et donc là, c'est un jeune entrepreneur boulanger qui est passionné par la farine, qui s'appelle Mathieu Chou, qui a créé un moulin sur la métropole, sur une commune de la métropole. Et ce moulin, finalement, il a permis de générer des débouchés pour des céréaliers qui ne croyaient pas trop au départ à cette idée de circuit court, hein, qui était plutôt orientée vers des circuits longs. Mais la proposition de Mathieu, c'était de valoriser mieux leurs grains, donc du coup de capter leur grain de blé parce qu'il est plus valorisé financièrement dans son moulin, et surtout de redonner du sens à l'activité des céréaliers qui, pour certains, n'avaient même jamais goûté leur blé, en fait, qui n'avaient jamais eu le retour de leur blé, de leurs produits. Et donc là, Mathieu, lui, va très loin parce qu'il va jusqu'à créer de la farine qu'on dit à façon, c'est-à-dire qu'il crée des sachets de farine, mais il met que c'est produit par le moulin Gaston, c'est le nom de son moulin. Mais en l'occurrence, c'est le fermier qui récupère sa farine et qui va le vendre en direct à ses clients en proximité. Donc ça, c'est une partie de son activité. Et là, on voit bien que l'action d'accompagner ce moulin en particulier, ça a permis finalement de relocaliser. Depuis le début du mandat, on a financé près de 60 projets de ce type, quoi, d'accompagner des agriculteurs à s'équiper, d'accompagner des filières. Et donc, on a mobilisé, je crois on arrive à près de 1,5 million d'euros en 2 ans et demi d'aide directe au monde agricole pour créer ce type d'outils et de filières, je dis moi toujours très vertueux, quoi. Donc là, oui, comme pour répondre à tes questions, je suis rassuré, ça y est, on y est, quoi. On y est.
Non, super, et ça prouve bien parce que j'ai eu l'occasion, et les auditeurs du podcast auront aussi l'occasion de découvrir les différents parcours de plein de personnes interviewées. Ils se retrouvent parfois seuls, et là on voit que aussi du côté de l'État et donc du côté des municipalités en tout cas, on peut mettre des choses en place pour aider à une agriculture plus éthique, plus locale, du coup, avec une transformation aussi locale et une consommation plus consciente, on va dire aussi, et comme tu dis, manger mieux Oui. consommer en tout cas. Donc ça, c'est super. Je vais revenir sur donc le podcast, puisque si je ne me trompe pas, c'est un podcast qui est indépendant. Tu Oui. l'as fait vraiment toi de manière indépendante. Et donc sur tout ce parcours au niveau du blé, est-ce que tu peux nous en dire plus sur ce podcast? Pourquoi, quelle est sa mission? Et comment tu vois l'impact aussi de ce partage de reportages? Ouais, ben, merci de me laisser parler de cette initiative, parce qu'en fait, elle est très, très personnelle, hein. Comme tu dis, c'est un podcast indépendant. C'est-à-dire, moi, je mobilise pas du tout les moyens de la collectivité pour avancer sur le podcast. C'est fait avec mes petites oreilles et mes petites mains pour le montage. Ce podcast, il vient surtout d'une envie qui grandit depuis le début du mandat, où j'ai la chance en fait de rencontrer des personnes assez géniales, avec des projets incroyables, quoi. Même comme je disais tout à l'heure, quoi, c'est montrer qu'il y a des choses qui sont possibles, et que parfois avec très peu de moyens qui peuvent vraiment changer la donne. Et donc ce podcast, c'était aussi rendre audibles ces gens on dit souvent les invisibles. Moi, je les appelle aussi les inaudibles, quoi. C'est rendre ces gens audibles, mettre au plus grand nombre la capacité de les rencontrer, en fait, comme j'ai pu le faire et comme j'ai eu la chance de le faire. Et donc, c'est vraiment né de ce mouvement. Et puis après, il y avait cet enjeu de montrer le circuit, en gros, d'être assez dans une pédagogie, parce qu'en fait, comme tu l'as dit à l'instant, de- on peut avoir des belles démarches, des beaux projets avec des bons produits qui sont sains, qui ont du sens, etc. Mais encore faut-il que les gens les consomment. Et là, c'est une autre partie, c'est d'arriver à avoir une pédagogie pour montrer que ce produit-là, il a plein de vertus qui sont sanitaires, mais qui sont aussi des vertus de, quelque part, comme on dit, je ne sais pas si on connaît, si vous connaissez ce mot, mais on parle souvent du consommateur, quoi. C'est-à-dire, on n'est pas que des consommateurs aveugles, on est aussi à travers notre assiette, à travers nos achats, on, on accompagne ou on n'accompagne pas certaines initiatives. Mais je trouve que c'est important aussi qu'il y ait ce podcast, il amène cette pédagogie, c'est ce que j'essaye de faire. Moi, j'ai décidé de faire des séries de 3 épisodes, hein, de 20 minutes, et chaque épisode va à la rencontre d'un des acteurs de la filière. Et je commence par le début. Donc là, on va aller rencontrer Laure et Sébastien dans leur ferme céréalière, avec leur démarche de culture de céréales et pas que. Ils sont allés très loin même dans la diversification de leur ferme, avec des œufs de poule. Ils ont également été jusqu'à avoir leur propre machine pour faire des pâtes à base de leur propre farine. Donc ça va assez loin. Et puis une partie de cette farine, c'est le deuxième épisode, va chez Mathieu dans la meunerie Gaston, donc qui lui utilise la farine, va dans un process en plus de mouture qui est très très intéressante, contrairement à la mouture qu'on a l'habitude d'avoir de farine, où lui garde l'intégralité du grain de blé, y compris le germe, qui est souvent évacué dans les farines blanches qu'on a l'habitude de consommer. Or, ce germe, il a toutes les valeurs nutritives et surtout le goût qu'on a peut-être perdu aussi dans les farines industrielles ou semi-industrielles. Et donc là, il y a aussi revenir à une pédagogie. Quand vous achetez de la farine, il y a pas que la farine telle qu'on a eu peut-être trop l'habitude de l'avoir en rayon de supermarché. Il y a plein de farines, et des farines qui sont assez intéressantes, voire très intéressantes pour faire du pain ou pâtisser, par exemple, quoi. Et puis le dernier épisode, qui fait aussi 20 minutes, c'est aller au bout de la filière, c'est-à-dire à un moment donné, quand on a la farine, faut bien la transformer. Et en l'occurrence, pour faire un petit clin d'œil à la baguette et au classement au patrimoine immatériel de l'humanité récent de la baguette française, là, je suis allé voir, et il n'est pas encore en ligne. J'ai enregistré récemment une boulangère qui utilise cette farine de Mathieu, et qui transforme en pain, et qui vient de s'installer en fait avec un parcours de vie assez incroyable, où
où justement, elle a fait une grosse reconversion professionnelle pour aller vers cette passion de la boulangerie et qui rencontre un succès assez incroyable dans un petit village où la boulangerie joue un rôle social aussi très très intéressant. Et donc voilà, ça c'est le dernier épisode. Puis l'idée c'est de renouveler cette trilogie sur d'autres enjeux. Et mon prochain enjeu, ce sera le légume, et en l'occurrence le travail des semences en particulier, avant de parler même du légume, les semences, et en particulier liées au changement climatique. Donc en gros, on a la chance d'avoir sur la métropole un centre de recherche de botanique appliquée qui travaille depuis maintenant 10 ans sur des missions d'exploration à l'autre bout du monde pour trouver des semences de fruits, de légumes qui pourraient demain être les semences qui résistent au changement de température, au changement de climat qu'on a malheureusement bien connu cet été avec la canicule et la sécheresse. Et donc d'arriver à se dire que demain, il faut qu'on arrive à produire, à continuer à produire des légumes et des fruits malgré le changement climatique qui nous attend, quoi. Ah super, en tout cas moi j'ai hâte de découvrir tes prochains C'est épisodes puisque gentil, j'ai merci. déjà écouté les premiers et c'est vrai que on plonge avec toi dans l'univers, dans leur domaine et en tout cas dans leur environnement pour ces agriculteurs-là. Et c'est vrai qu'en tant que consommateur, ça nous apprend aussi à mieux comprendre l'origine des aliments qu'on peut consommer, en tout cas voilà, et on y revient à mieux consommer. Est-ce que toi qui côtoies, ça sera ma dernière question, est-ce que toi qui côtoies donc de nombreux agriculteurs, tu as une vision un petit peu, en tout cas une idée de l'avenir de l'agriculture en France et de l'évolution de leur activité peut-être? Oui, il y a pas mal d'enjeux autour, je dirais c'est il y a pas mal d'enjeux parce que j'en parlais à l'instant du changement climatique et en fait, les premières victimes de changement climatique aujourd'hui, ce sont les agriculteurs, qui vivent de plein fouet, le dérèglement, des saisons, le dérèglement même, d'épisodes, climatiques très, comment dire? Pour pas dire le mot, mais perturbateurs quoi, la grêle, le gel, précoce, là par exemple moi, à titre de vice-président à l'agriculture, je suis dans un stress assez grand. Il va monter de plus en plus ces prochaines semaines aux épisodes de gel prématuré qu'on a déjà vécu 2 années de suite, qui ruinent les productions arboricoles en particulier, avec des arboriculteurs tout aussi géniaux que les gens que j'ai. D'ailleurs, je pense faire un troisième série autour de l'arboriculture, parce qu'il y a vraiment des enjeux. Donc oui, il y a un enjeu fort, et je pense qu'il y a une nécessité aujourd'hui, et je pense qu'on l'a pas assez anticipé, hein, clairement pas, d'adaptation des cultures, de diversification aussi de l'activité agricole. On a été sur les 40-50 dernières années, le modèle, c'était plutôt de spécialiser les agriculteurs dans une culture, et pour prendre une image d'Épinal, c'est les grandes plaines de la Beauce, avec du céréal à profusion sur des centaines d'hectares. Et ces modèles spécialisés, ils mettent en tension parce que dès le moment où il y a un épisode climatique ou une problématique sur la culture, ça met en péril l'agriculteur qui n'a un seul débouché, quoi. Donc il y a une enjeu de diversification, de polyculture, intégrant toutes les formes d'agriculture. Et je parlais de Sébastien tout à l'heure, qui était céréalier, mais qui a décidé de faire des poules pondeuses, qui a décidé de transformer aussi. Il y a des enjeux de recapter de la valeur chez l'agriculteur, c'est-à-dire ne pas être que dans la production de produits bruts, mais de dire on est capable dans l'agriculture aussi d'avoir des ateliers paysans, c'est-à-dire des ateliers de transformation à la ferme. Et l'exemple de Sébastien est aussi, c'est le premier épisode en l'occurrence, il est assez illustrateur de ça. Lui, il a été céréalier, il a mis des poules pour diversifier son activité, puis après il s'est dit je transforme mon propre grain, en tout cas une partie de mon propre grain en farine, et cette farine, je vais le développer un atelier de pâtes. Et en l'occurrence, c'est très vertueux parce que grâce à ça, il a réussi à salarier son épouse sur la ferme, qui elle s'occupe de la partie transformation de pâtes, et aussi passionné d'ailleurs que son époux, quoi. Donc il y a diversification, adaptation au changement climatique. Puis moi, je dirais un autre enjeu, et tu en parlais un peu tout à l'heure, c'est l'enjeu collectif, c'est-à-dire ne plus être seul, en fait. Et on sait les ravages aujourd'hui du modèle où pas mal de gens se retrouvent seuls dans leur exploitation. Et là, on voit émerger des formes d'agriculture plus collective, que ce soit dans le partage de matériel, mais parfois même dans le partage d'une ferme,
on a des exemples autour de la métropole, et j'espère bientôt dans la métropole, de fermes, ce qu'ils appellent les fermes partagées. Donc là où ils se mettent en mode coopératif, et ils ne sont plus entrepreneurs seuls sur leur tracteur, ils sont dans un collectif, et les membres du collectif sont même salariés de la ferme, donc ce qui amène une sécurité en quelque sorte pour le métier agricole, d'avoir le statut de salarié plutôt que d'entrepreneur. Et encore, il faut revenir sur des constats qui sont ceux d'aujourd'hui. On a près d'un suicide par jour dans le monde agricole, donc des gens qui sont en souffrance énorme. Donc au-delà de la perte de sens, c'est aussi le modèle économique qui est plus à la hauteur depuis quelques années maintenant, je dirais même plus près de 10 ans, qui n'est plus à la hauteur de cette activité qui est pour moi ultra stratégique, quoi. En fait, il faut continuer à trouver des moyens de défendre ce monde agricole et leur donner enfin les moyens dignes de vivre de leur activité, quoi. Et donc voilà, il y a plein de choses qui émergent, qui sont encore, qui ne sont pas le modèle dominant, clairement pas, qui vont parfois même à contre-courant des modèles existants, mais qui méritent d'être explorés, quoi, et de voir si ça fonctionne pas. En tous les cas, moi, ce que je dis souvent au monde agricole, c'est qu'on ne peut pas continuer à faire et à refaire ce qui n'a pas fonctionné maintenant depuis une décennie, voire plus, quoi. Et donc là, on a la chance d'avoir des acteurs en plus qui sont prêts à tester. Et puis l'autre enjeu, c'est sauvegarder les terres agricoles, quoi. C'est-à-dire d'être fort devant l'artificialisation des terres, et de garder au maximum les terres agricoles pour que cette ressource n'est pas une variable d'ajustement pour construire des équipements ou de l'habitat ou des zones économiques, quoi. C'est une ressource très très stratégique. Moi, j'invite par exemple, pour ceux qui ont envie de creuser le sujet, il y a une BD qui s'appelle Résilience, qui est assez intéressante, qui est un peu dystopique, qui va dans un monde où on est vraiment maintenant dans des tensions sur l'approvisionnement, et en l'occurrence, l'or de cette BD, en tout cas la ressource prisée de cette BD, c'est la semence. Et de voir en quoi une semence qui nous paraît complètement anecdotique aujourd'hui devient ultra stratégique dans des mondes dans lesquels il y a une tension très forte sur l'alimentation. Donc voilà, les défis sont immenses par contre, et à vrai dire, moi j'essaye de mettre en place des politiques qui sont parfois à contre-courant malheureusement des orientations de l'Europe ou des orientations de l'État aujourd'hui. Donc on teste, et puis moi mon rêve c'est d'avoir fait la preuve du concept d'ici la fin du mandat, que ce qu'on a mis en place fonctionne, a des résultats, et qui sait, peut-être que d'autres les reprendront à une échelle plus importante et dupliqueront ça ailleurs en France si ça marche, quoi. Vous avez aimé l'épisode d'aujourd'hui ? Soutenez-le en lui attribuant une note sur Apple Podcast ou iTunes. Cela permettra au podcast d'atteindre de nouvelles personnes qui découvriront à leur tour ces initiatives françaises. N'hésitez pas à commenter cet épisode sur les réseaux sociaux si le sujet vous intéresse et que vous avez une idée pour améliorer la situation. Vous êtes vous-même à la tête d'une entreprise ou d'une association qui agit sur le terrain ? Vous connaissez peut-être quelqu'un qui met son énergie au service des autres ou de la planète. Contactez-moi par mail, je serai ravie de pouvoir vous ou lui donner la parole. Et si vos actions pouvaient changer le monde ?